Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de votre talk show favori, votre émission Les Grandes Gueules. Merci d'être avec nous. Vous le savez, hein, comme on vous l'a dit, vous pouvez télécharger notre application Adafo Média que vous pouvez avoir dans vos smartphones et nous écouter un peu partout à travers le monde. Merci de nous écouter ici également en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays, à Kindia, la capitale des agrumes, à Kankan, dans le Nabaya, dans les contreforts du Fouta Jalon. Vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta. Et vous nous écoutez également en Guinée forestière, dans le Kakandé à Boké. Merci de votre fidélité. Nous poursuivons donc le cours normal de cette émission. Vous le savez, on évoque aujourd'hui l'actualité brûlante en Guinée et c'est le gouvernement, l'équipe dissoute, reconduite à 48%, nous en parlions tantôt. Dans un instant, on va revenir surtout sur le pourcentage des femmes en baisse à 20%. Première contre-vérité, je le disais à l'entame du Premier ministre Baouri. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette promesse prise le 8 mars dernier ne soit pas respectée? Nous en parlons. Quels sont les changements attendus? Les chroniqueurs donneront leurs différents points de vue. Et puis les qualités de certains nouveaux ministres, nous en parlons également. On parlera pénurie d'électricité. Le gouvernement en quête de solutions. Oui, on a écouté récemment le ministre Baouri. Nous réécouterons d'ailleurs un extrait de sa sortie par rapport à la pénurie d'électricité pour continuer cette émission. Alors, on revient en studio pour parler cette fois-ci du pourcentage des femmes en baisse à 20%. Première contre-vérité, je le disais, Mohamed Ali Condé. Je pense que le président a décidé de prendre moins de risques. Pour ne pas donner 50%, encore moins de 30% aux femmes. Parce que nommer une femme à un poste ministériel en Guinée, c'est prendre énormément de risques. On sait pourquoi. Ah oui? Oui, c'est prendre. C'est la question. Oui. Il ne faut pas le regarder simplement. Oui, c'est prendre un risque parce que... En fait, je n'ai pas envie de l'interrompre dans son analyse. Non, mais attendez. Je le regarde. Non, ça c'est un... Tu sais, il y a des questions qui viennent toutes seules. C'est une vitesse dangereuse. Laisse-le aller. Tout de suite, il faut l'arrêter. Tu sais, il aime ramasser des murs. Donc, il n'a qu'à aller. Vas-y. Ramasser des murs, ça c'est pas grave. J'aurais dit quand même ce que j'ai à dire, je pense en fait. Il n'y a pas de souci, on y va. Surtout sur cette question, avant même de continuer sur cette lancée, j'aimerais rappeler que ce gouvernement, par exemple, honnêtement, du moment où c'est le pouvoir discrétionnaire du président, je ne trouve pas qu'on puisse critiquer une nomination ou une non-nomination. Parce que tout simplement, si on voulait que le peuple ait quelque chose à dire dans la nomination des ministres, avoir le choix, il faut faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire que détient le président puisse être partagé avec peut-être l'Assemblée ou les membres du CNT pourraient quand même évaluer la qualité de les gens sont libres de donner leur point de vue. Ils ne critiquent pas. Je dis pas les gens sont pas... Ils ne remettent pas en question le pouvoir discrétionnaire du président. Je ne dis pas qu'on remet en question le pouvoir discrétionnaire du président. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand le président décide de nommer Paul ou Pierre, c'est le président qui nomme Paul ou Pierre et ça regarde uniquement le président en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé. Ça nous regarde en tant que citoyen guinéen. Dire que c'est bien, c'est pas bien, on le dit pour le vent. On le dit pour que ça soit entendu, mais ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que tout simplement, ça ne fera pas que... ça ne fera pas que le président va changer son décret. Ça ne fera pas qu'il va remplacer un ministre. Non, mais les critères sur lesquels personne ne peut vous expliquer. Ça peut quand même amener quand même à avoir un regard davantage sur ce qui s'est fait. Quel type de regard? Aucun regard. Je vous dis, ça ne sert à rien. Ça sert bien à quelque chose. Ça ne servira. Si c'est que ça va servir, vous allez me le dire. Tout ce qu'on a dit sur le gouvernement, je ne vois pas ce que ça a servi. Et personne parmi nous ici, il y a des personnes qui n'ont pas été personne ne peut nous expliquer quels sont les critères qui ont été appliqués au choix des ministres qui sont nommés. Personne ne sait à quelles règles ça a obéi. Oui. Est-ce que c'est par compétence? Eh ben, on se demande comment est-ce que d'autres se sont retournés. Alors on se poserait la question à savoir les nouveaux qui sont venus, pourquoi ils ont été pris, pour quelle mission. Il n'y a pas de règles fixes, sauf que ce sont des lobbies. On a l'impression que ceux qui sont forts autour du président, chacun a envoyé quelqu'un de son réseau peut-être pour le représenter à ce niveau, peu importe le poste. Ça peut même expliquer le nombre pléthorique de postes. Ça voudrait expliquer un certain nombre de choses. On ne peut que supposer, mais il n'y a pas de règles. Ce qui fait que le président, lui-même, il est soumis au choix, justement, de ses ministres qui lui a été imposé, on va dire ça comme ça. Parce que si c'est ceux qui sont autour de lui ont envoyé des gens, eh ben, il est obligé de les prendre. Il les a acceptés. Il les a
Oui, il est obligé. Il a été obligé parce qu'il a accepté. Le président? Oui, je trouve que le président lui-même, et le président, je ne parle pas du Premier ministre, le président lui-même, il est obligé. Parce qu'il travaille avec des gens qui font son pouvoir et ce sont ces gens-là qui ont désigné ceux qui... Si ces gens-là désignent ceux qui doivent aller au gouvernement, il est obligé de les prendre, madame. Vous voulez dire que son pouvoir discrétionnaire, là, il n'est pas libre de rejeter... Aucun président au monde n'est libre de son pouvoir discrétionnaire. On le dit ça pour le texte parce qu'un pays de théorie, tout est facile. On peut tous y voyager, y vivre tranquillement. Ouais. Sinon, en pratique, c'est difficile à réaliser. Aucun président au monde n'est libre dans une nomination, etc. Je reviendrai là-dessus. Bien, on va revenir là-dessus. Mais en attendant, nous partons du côté de Dakar. Nous avons au bout du fil Mariam Tendou Kamara, elle est activiste féministe, membre du GRIF Jacques Léo-Aleno. Alors, madame, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de recevoir. Alors, merci d'être à cette émission de ce matin. On vous a entendu depuis plus d'une année maintenant. Vous avez lancé ce mouvement, le GRIF, et vous étiez sur beaucoup de chantiers, beaucoup de plateaux aussi pour justifier la nécessité d'aller à la parité dans notre pays. Alors que dernièrement, le Premier ministre laissait entendre que le chef de l'État voudrait pour une fois donner 30%. À l'arrivée, donc à la nomination du gouvernement, on s'est retrouvé à 20%. Ce matin, êtes-vous déçu? Alors, c'est vrai que nous avons mené une campagne de plaidoyer assez intense. Depuis avant la nomination du Premier ministre, on a commencé déjà à dire pourquoi pas Premier ministre. Lorsqu'on a eu un homme Premier ministre, on a félicité le Premier ministre pour le choix et évidemment le chef de l'État. Et on a dit bon, on va se caler sur pourquoi pas la parité. Et évidemment, on a pensé à une parité qui irait plus loin que les 30%, parce qu'on se dit que nous sommes 52%, il faudrait qu'il y ait 50% de le principe. Évidemment, notre rôle, c'est de mettre la pression, hein, mais aujourd'hui, ce matin, nous sommes déçus, c'est la vérité, parce que c'est un recul. Nous ne sommes pas... Nous étions en train de dire, nous sommes déjà à 30%, c'est acquis, on va demander 50%, et aussi une belle claque, parce que on n'a pas à peine de rien et acquis. Mariam, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que vos propos s'entrecoupent et c'est un peu désagréable à l'antenne? Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer. Oui, d'accord. Alors, je vais me déplacer un peu. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Allô? Oui, vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Allez-y. Alors, je disais que ce matin, c'est comme si nous avons reçu une date. Non seulement nous n'avons pas aux 30% qui nous ont été promis à le mercredi à 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc, c'est symbolique. Nous pensons qu'à qui non seulement nous sommes en recul, nous sommes en recul par rapport même au premier gouvernement de... Je pense qu'on va devoir... Mariam, il va falloir qu'on vous rappelle, parce que la liaison, elle n'est pas du tout bonne, très audible, pas audible pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent. On va revenir, le technicien va essayer de rappeler. Alors, on était avec vous, Mohamed Ali, on parlait justement du gouvernement. Allez-y. Donc, je suis en train de dire que le président a choisi donc les membres du gouvernement, et pour moi, comme on le dit, quoi. En fait, c'est la même chose de ce qui est passé et de ce qui est maintenant. C'est la même chose, même mission. Je me rends compte que je me rends compte que l'éléphant annoncé par la dissolution arrive avec 48% de sa capacité. Donc 52% de son autre de son autre capacité est parti. On ne sait pas où. Ça a été remplacé par des inconnus que nous ne connaissons pas, qui font quand même leur entrée au gouvernement. Parce que vu la forme dont on a dissous le gouvernement, on s'attendait quand même à une autre façon de faire les choses. On n'était pas foncièrement contre le retour d'un certain nombre. Mais on aurait aimé comprendre exactement pourquoi les mesures conservatoires ont été prises après la dissolution du gouvernement. Parce que la dissolution du gouvernement étonnait plus, puisque si on faisait un remaniement, on pouvait comprendre on a dissous. Mais après,
on a pris des mesures conservatoires comme si ceux qui étaient membres de ce gouvernement-là ont été effectivement coupables de quelque chose au sein du gouvernement. Mais après, on reprend presque la moitié d'entre eux qui reviennent sans aucune forme d'explication sur pourquoi on les avait saisis, leur passeport, etc. Bien. Oui, madame. On va repartir sur le terrain, Djiba. Mariam Tendou est de retour. Alors, Madame Tendou, déception par rapport un peu aux statistiques. Est-ce que l'autre facteur aussi qui pourrait expliquer ça, c'est que le président, c'est vrai, on parle de pouvoir discrétionnaire, peut-être qu'il a un agenda où il se dit je me suis donné une mission et je pense que c'est cette équipe qui peut relever ce défi. Est-ce que vous comprenez un peu ce message? D'abord, je tiens quand même tout de même à saluer cette nouvelle équipe qui vient d'entrer. Je prie pour le succès et la réussite de tout le monde, y compris des femmes au sein de cette équipe. J'en connais personnellement un nombre d'entre elles. Et donc, je leur souhaite pleine réussite parce que c'est la Guinée qui va gagner. Ceci dit, nous pensons que, nous comprenons que c'est difficile, mais nous pensons que c'est quand même très important pour cette Guinée de se positionner pendant cette période d'exception sur ces questions de représentativité, de compétences féminines. C'est un sujet sérieux parce que la Guinée a souscrit. Ça fait partie des choses auxquelles la Guinée a toujours eu quand même certains points en avant. Et elle a souscrit à des conventions internationales. Je ne vais pas tout les citer. Et comme nous sommes le mois de mars, j'en parle, elle a souscrit à la convention qui s'appelle la CEDES, qui est la convention phare, qui est la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Et là, aujourd'hui, elle envoie toute une délégation aux Nations Unies pour s'inscrire dans les objectifs de développement durable. La Guinée est en phase avec ça. Et elle est en phase avec ses bailleurs. Et deuxièmement, elle a aussi souscrit au protocole de Maputo de l'Union africaine qui plus ça fait un maintien d'inclusivité. Donc, ce sont des choses très importantes pour nous, pour cette Guinée qui se positionne pour une émergence. Donc, on est déçus ce matin. Mais on comprend que nous avons un nouveau Premier ministre. On va évidemment continuer à être sur ce qui est déjà acté. Et on est vigilant, on voudrait quand même lancer l'appel que nous avons remarqué que dans certains conseils d'administration de certains fonds publics, c'est 100%, 99% de nominations masculines. Alors si on n'a pas pu avoir 30%, malgré que la charte de la transition le stipule au niveau de la composition gouvernementale, nous aimerons regarder sur les prochaines nominations au niveau plus bas, au niveau des secrétaires généraux, au niveau des départements, des agences étatiques, des EPA. Nous voulons avoir un peu plus d'efforts que notre président, parce que les citoyennes guinéennes l'entendent et ont espoir pour écouter et qui va pouvoir écouter. Oui, Mariam, la ligne n'est pas bonne, mais peut-être cette dernière question avant de vous laisser. Pourquoi, à votre avis, peine-t-on à aller vers la parité en République de Guinée? Parce qu'on l'a remarqué au niveau des assemblées précédentes, les assemblées nationales, et puis même les nominations au sein du gouvernement, généralement sur une trentaine de postes ministériels, on peine à trouver même une dizaine de femmes. Et puis, en regardant l'histoire de la République de Guinée, 17 premiers ministres, aucune dame. À votre avis, où est-ce que ça coince? Pourquoi, malgré les luttes qui sont menées par les femmes pour aller vers cette parité? Écoute, ma chère sœur, nous sommes toutes les deux militantes sur plusieurs fronts. C'est pas héros. J'espère que vous m'entendez bien là. Parce que c'est une question. Allez-y. Vous m'entendez bien? Allez-y, Mariam. Ok, très bien. C'est une question très importante. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. D'un côté, nous avons affaire à une société très patriarcale et, ajouter à ça, un peu machiste, sinon très machiste. Il faut le dire, c'est de cette manière qu'on va régler les problèmes. Deuxièmement, je pense que les femmes n'ont pas investi l'espace politique ni l'espace public tel qu'elles le devraient. C'est une lutte qui doit être menée d'abord par les femmes, par les corporations féminines, par les femmes politiques, mais aussi par les femmes dans le secteur privé, celles qui ont de l'influence. Elles n'ont pas pris ce sujet à corps. Je vous appelle, vous m'appelez, je suis au Sénégal.
Ce sont les Sénégalais qui ont porté la lutte de la parité jusqu'à ce journée. 50% au niveau de la santé. Ce n'est pas tout. On a eu des premières ministres 2 fois au Sénégal. C'est un pays, mais ce sont les femmes qui mènent. Je pense que les Guinéens doivent mener les luttes. Elles ne le mènent pas assez. Elles doivent investir l'espace public. Et ça, c'est important de le dire. Mais les hommes qui là doivent comprendre que la Guinée est composée de femmes et d'hommes. Bien. Mariam Tendou Camara, que nous avons du mal à écouter depuis Dakar. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Merci beaucoup. Bien, allez-y. Djiba, on a écouté Mariam Tendou avant que je ne revienne à Mohamed Ali pour continuer son analyse. Oui, on l'a écouté, déception, hein, déception et désillusion par rapport un peu à lorsque vous l'écoutez. Mais il y a, comme elle a dit, il y a des facteurs qui expliquent cela. Nous sommes dans une société, elle a dit, patriarcale. Je pense que c'est un processus. On va arriver vers cette équité qui est recherchée aujourd'hui par la gente féminine. Même si, je le dis encore une fois, il faut briser un peu ce plafond de verre qui est au-dessus de la tête pour pouvoir s'épanouir et aussi avoir des responsabilités. Maintenant, il y a aussi l'engagement des femmes dans l'espace politique. Et en Guinée, vous regardez même aujourd'hui les débats publics, les émissions. Oui. À part vous, Madame Biero, aujourd'hui, Girassi du côté de FIM FM. Vous n'avez pas aujourd'hui assez de femmes, même dans les débats dans l'espace public. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. C'est ce qui fait que dans le subconscient aujourd'hui, dans les présentations sociologiques, la femme, dans l'esprit de tout le monde, est toujours reléguée au second plan. On dit après l'homme vient la femme. Même si ça peut être un réflexe naturel, mais il faut à un moment donné aussi que les femmes se disent attention, nous pouvons faire ceci ou cela, il faut s'engager et prendre la parole dans l'espace public. Ça peut être l'une des raisons. L'autre facteur aussi, c'est que ce qui est en train de se passer, le Premier ministre, je l'ai dit à l'entente de mes propos ce matin, que dans la loi, c'est une fragilosie. C'est-à-dire, on dit que le président doit être nommé par décret sur proposition du Premier ministre. Sauf que dans la forme, oui, c'est ça. Mais dans les faits, ce n'est pas ça la réalité. C'est tout autre. Je pense que si vous regardez cette ossature-là, je ne pense pas qu'il y ait eu une médiation ou un arbitrage de Bahouri par rapport au choix des hommes. Je pense que c'est le CNRD tout simplement qui a une mission, qui a un agenda bien clair pour le président, qui a fait ses choix. Donc, comme on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le Premier ministre, il a fait un discours, dans l'espace public, il a dit on va aller vers 30% de femmes dans le prochain gouvernement. Est-ce qu'il a été écouté? Gros point d'interrogation. Maintenant, il faut continuer à se battre pour renforcer la fonction du Premier ministre dans le pays. Tout ça, ce sont des facteurs qui pourraient aider à l'avenir à ce que les femmes aient quand même leur place autour de la table. Parce qu'on est dans une société, même si une société patriarcale, je pense que nous avons aujourd'hui des femmes qui sortent du lot. Et en même temps, au-delà de l'engagement, il faudrait qu'on travaille sur le poste du PM pour renforcer davantage sa capacité à pouvoir aussi proposer des profils au président de la République, même si une fois encore, il est responsable devant le président de la République. Je pense que sa proposition, peut-être, n'est pas passée. Et donc, il y a un agenda, il y a une mission claire qui est là. Le président s'est dit, voici des personnes ou des femmes qui pourraient répondre aux exigences du moment. Pour moi, c'est ce qui a pesé dans la balance. On continue de croire qu'on va progressivement aller vers ça dans nos sociétés, puisque nous sommes déjà des États très jeunes dans la démocratie. Nous sommes en perpétuel apprentissage. Donc, c'est un système où on se bat. Mais une fois encore, je l'ai dit le matin, j'étais déçu qu'on ne puisse pas au moins maintenir les 30%, parce que là, on a dégringolé. Parce qu'il y en a, Djiba. C'est vrai que, on le dit, quand on dit que les femmes ne sont pas investies, mais regardez, en matière de politique, quand il y a mobilisation, ce sont les femmes qui mobilisent. Oui. Mais on ne peut pas nous dire, par exemple, qu'on ne peut pas avoir les 30% sur le paysage, je ne sais pas, guinéen, même à l'international. Vous avez de braves dames. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas l'avoir. Je parlais avec une dame hier. Oui. C'est pas qu'on ne peut pas l'avoir, c'est parce qu'on ne veut pas l'avoir. J'étais en train de dire tout de suite que le président... Mais pourquoi on ne veut pas? C'est ça la question. Prendre des risques, madame. Je vais vous expliquer maintenant. Le problème, c'est que on considère que nous sommes dans l'arène des loups. Et la femme, elle est fragile. Ça c'est des stéréotypes. Oui. C'est des stéréotypes. Vous ne pouvez pas dire que la femme est fragile. Je suis en train de vous expliquer, en fait, ce qui se passe. La preuve, regardez, au niveau du CNRD, vous connaissez combien de femmes? Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, vous connaissez combien de femmes? Et dans tout ce qu'ils font, vous voyez combien de femmes devant. Déjà, même qu'une femme prenne la parole et regarde un homme, un militaire, droit dans les yeux pour lui parler, il considère ça comme un affront.
à plus forte raison. On a dépassé ce cap. Se regarder dans les yeux et parler. Ce qui se passe en réalité, vous ne pouvez pas le nier. C'est réducteur. C'est ça le problème en fait. On ne peut pas prendre de risques. Alors là, on a un gros problème. On a un très gros problème. Et on ne veut même pas aller dans la résolution de ce problème. Parce que j'aurais compris qu'on prenne au moins, ne serait-ce que les 20% de femmes. Alors qu'on les place dans des départements régaliens de l'État. Qu'est-ce que vous direz par exemple si une femme commandait le ministère de la Défense? Elle peut ou pas? Ça serait symbolique ou pas? Je suis sûr que si on mettait une femme au ministère de la Défense, on mettait une femme au ministère de l'Administration du Territoire, on mettait une femme au ministère de la Sécurité, ne serait-ce que ces trois femmes-là, vous aurez oublié vos 50%. Parce que le plus important, c'est la qualité du travail qu'ils doivent faire là-bas. Mais vous voyez, là, ce sont des militaires déjà qu'on a mis, des militaires très expérimentés qui sont à la retraite, qu'on a mis là, pas que des hommes, mais des militaires. Ça voudrait dire qu'on fait moins confiance aux femmes. Elles sont bonnes à être ministre des Affaires sociales, ministre de la Pêche, ministre de partout où ça ne crie pas beaucoup en réalité. Donc le président ne veut pas prendre de risques avec justement les femmes. C'est ce que je constate et c'est ce que je suis en train de dire. Malheureusement pour les femmes qui se regroupent et revendiquent, je trouve d'ailleurs que la lutte est biaisée à un moment donné. Je trouve que ça soit GRIF, votre mouvement, ou un autre mouvement féministe, il y a trop d'hypocrisie dans cette lutte en fait. Ah oui? Et c'est mené de façon très hypocrite en réalité. Là, il y en a beaucoup qui ne sont pas ce qu'elles disent publiquement. Allez, c'est facile de juger les gens, vous ne les connaissez pas. Je le connais, je dis non, mais tu ne les connais pas, pourquoi tu les juges? Non, attention, que ça soit... Que ça soit... ce que tu appelles l'hypocrisie. Et je dis ce que je suis en train de dire. Non, que ça soit chez les hommes ou les femmes, il y a toujours des hommes à grand âge qui sont vertueux. Je suis en train de dire que dans cette lutte de féminisme, il y a même certaines qui ne comprennent pas ce que ça voudrait dire. Exactement, oui, je parle d'hypocrisie dans la lutte. Il y en a qui crient haut et fort un slogan que eux-mêmes ils n'appliquent pas à eux. Ça existe, il y en a beaucoup, que ce soit des prises de position. Pas que la jeune féminine, c'est propre un peu à la société. Je parle de la jeune féminine. Alors si ça est dedans, ce que j'ai raison, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu fais partie des machos qui stigmatisent les femmes? Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de la stigmatisation, ce que tu fais là. Les gens viennent mener un combat, tu dis non, ils ne sont pas sincères dans le combat qu'ils sont en train de mener. C'est parce qu'il y a beaucoup de financement que les gens ils sont dans le combat. Allez, n'importe quoi. Ce qu'on a fait hier, tu nous as donné de l'argent pour le faire? Alors laisse tomber. Allez, il faut sortir de ça. À chaque fois que les femmes font une activité, vous voyez l'argent derrière. allez, calmez-vous là. Pour vous prouver que je ne peux pas être contre une femme. Non, madame, vous allez me laisser terminer. Pour vous prouver non, tu en as déjà eu beaucoup. Allez, il va clôturer. Daouda, il va clôturer. Allez-y. Allez, clôture. Peut-être ça ne plaît pas. Mais c'est la réalité, c'est tu peux pas nous faire chanter. Voilà, tu as dit c'est ta réalité. C'est la réalité, c'est ta réalité, pas la réalité. Accepter de comprendre. Ta vérité. Non, on ne va pas accepter cela. Ta vérité, ta vérité. Ta vérité. Si vous avez votre vérité, tant pis. Ah oui. Vous pouvez constater ce que je suis en train de dire directement, madame. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Laissez-moi terminer. Je suis d'accord que vous n'acceptez pas. Mais laissez-moi finir. Tous ceux qui prennent la parole finissent. Permettez-moi de finir parce que je ne peux pas être un macho, madame. La première, comment dire, à l'école primaire, ma première année, c'est une dame qui m'a scolarisé. Mon premier examen à l'école, c'est une dame qui m'a scolarisé. Si, ça a tout à voir. Ça dépend de ce qu'on reçoit dans la société. Oui, effectivement. Dans la société, on vous dit que non, le petit garçon, il a droit d'aller jouer, faire tout. La petite fille, c'est elle qui fait tout à la maison. Allez, madame, vous voulez qu'on entre dans ce débat aussi parce qu'on peut l'expliquer. Moi, ma maman a eu 3 garçons avant la fille. Ma petite soeur, elle a appris à cuisiner chez moi quand j'étais à l'université, quand j'ai fini l'université et qu'elle est allée venir faire l'université. Merci pour le témoignage. Bien. C'est pas pour le mariage. Je suis en train de dire que ça dépend des familles. Non, je dis merci pour le témoignage. Ah, ok, d'accord. C'est pour vous dire que ce que vous dites là aussi, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Donc, je termine par dire que le Premier ministre, je pense que sur l'analyse du gouvernement, pour être un peu plus sérieux, le Premier ministre Bahouri... Donc, tout ça, tu n'étais pas sérieux? Si. Ah non? Parce que tu viens de dire... Parce que maintenant, tu viens de dire d'être sérieux. Qui t'aide à passer d'une idée à une autre. Tu vois, ce sont des connecteurs logiques en façon de parler. Si tu veux, je t'explique ça aussi. Donc, je suis en train de dire que le Premier ministre Bahouri, finalement, je pense qu'il a fait des promesses et on lui a fait manquer à ses promesses. Parce que les 30% peut-être lui laissaient croire qu'effectivement, il va avoir une main mise sur le gouvernement. Oui. Et je pense que son premier échec est venu de la constitution de ce gouvernement. Parce qu'hier, je vous expliquais que ces rencontres avec les partis politiques, c'était effectif. Il voulait vraiment
faire venir certaines parties pour pouvoir réussir une pour mission faire de politique. l'ouverture. Et là, je pense qu'il vient de rater l'ouverture. Et je pense tout simplement que s'il ne fait pas attention, eh ben, c'est lui-même qui va échouer, mais lamentablement et publiquement lorsqu'on ne comptera plus sur lui. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Votre point de vue là-dessus? Non, mon point de vue, comme vous l'avez dit, hein, c'est que le Premier ministre nous a vendu quelque chose et je crois que c'était un rêve. C'était une façon d'haranguer la foule du côté de Kindia et les 30% qu'il aurait obtenu du président de la République pour le futur gouvernement. Il l'a dit ainsi. Et lui-même, sa volonté, tel qu'il a exprimé ce jour à Kindia, c'est que à l'avenir, qu'on ne soit plus dans 30%, qu'on soit dans une véritable parité, hommes et femmes, 50-50. Oui. Ça, c'est sa volonté, il l'a exprimé. Bon, peut-être que c'était les circonstances de fête et on avait en face des femmes. Il fallait s'exprimer ainsi pas pour... improviser. Et il fallait... Non, on ne peut pas improviser ce genre de choses. Non, si vous avez suivi la communication, parce que je ne l'appellerai pas discours, si vous avez suivi la communication à Kindia, vous vous rendrez compte tout de suite que peut-être que le Premier ministre avait un papier, mais il n'était pas dans le papier. Oui, tu sais, les discours, parfois, c'est pas tout le monde qui lit les discours. Il y en a qui les écrivent et qui les intègrent. Non, dans le rendu même, il y avait une sorte de distorsion qu'on relevait lorsqu'on suivait vraiment le discours. C'est qu'il y avait plus d'improvisation que de fidélité au papier, s'il y en avait. Alors, il a dit ce qu'il a obtenu avec le président, c'est-à-dire les 30%. Ce qu'il aurait, c'est lui qui l'a dit. Ce qu'il a obtenu avec le président, les 30%. Et de l'autre côté, lui-même, sa volonté, qu'est-ce qu'il voudrait qu'il soit avec l'utilisation désormais des femmes? Est-ce que l'utilisation, oui, avec la vie désormais avec les femmes? C'est-à-dire... Je ne peux pas te laisser passer. Non, quand je parle de l'utilisation dans le gouvernement, je veux dire... Pas, la nomination. Oui. Ou la participation. Mais pas utilisation. Non, si on s'attarde sur un pourcentage aux femmes, 20%, 30%, c'est parce qu'on estime toujours, on a toujours à l'esprit que elles ne doivent pas égaler les hommes, alors que ça ne doit pas être le calcul. Qu'est-ce qu'elles savent faire? Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? On a vu, aujourd'hui on parle des femmes. Il a parlé tout à l'heure, Mohamed Ali, des femmes face à l'armée. Oui. Mais allez aujourd'hui à l'intérieur de l'armée, vous y trouverez plusieurs femmes colonels. Vous y trouverez plusieurs femmes commandants, capitaines entre autres, et qui sont des grandes intellectuelles, qui travaillent. Allez au camp Samori, allez au commandement de la gendarmerie, allez dans les autres garnisons, vous trouverez des femmes qui ont la capacité d'égaler des hommes. On les a laissés aller suivre leur cursus, leur formation dans l'art militaire jusqu'à ces niveaux. Qui dirait aujourd'hui que la présence d'Aminata, par exemple, la colonelle Aminata Diallo, ne rassurait pas? Aujourd'hui, on peut penser... puisque tu parles de l'armée, comment se fait-il, par exemple, de l'histoire de la Guinée qu'on n'ait qu'une seule femme générale? Et ça a été fait un 8 mars. Un 8 mars, et c'est là juste pour contenter les femmes, je l'ai estimé. Mais il y a des femmes qui sont bien capables de porter autant que des hommes la primature, le ministère de la Défense, le ministère de l'économie et des finances. Elle parlait du Sénégal où on a eu combien de femmes première ministre? Au Rwanda, on a dépassé ça. On a dépassé cela. Les femmes sont bien capables. Tant que nous allons avoir à l'esprit que la femme ne doit pas être à ce niveau, et elle-même parfois, elle contribue à cela, à entretenir cela, parce que quand on prend dans les instances politiques, dans le paysage politique, elles sont là. Elles sont bien intellectuelles, mais elles se contentent de chanter lors des assemblées générales hebdomadaires, de chanter et danser, que d'être dans la sphère de décision des partis politiques. Justement. Quand on a vu avec les députations, avec les élections communales entre autres, les partis politiques ont présenté plus d'hommes que de femmes, alors qu'il y a à l'intérieur des partis politiques des femmes bien capables, mieux que des hommes.
Mais on a préféré les mettre au second plan et elles se sont contentées de cela. Oui. Parce que le combat à elles, le combat pour les femmes doit aussi se ressentir au sein des partis politiques. Oui. Elles doivent avoir la voix au chapeau. Elles doivent tout de suite dire, quand les listes sont élaborées. Vous nous mettez au premier plan. Vous nous mettez au premier plan. Ne nous reléguez pas au second plan pour nous mettre en bonus. Oui. C'est-à-dire, quand elle ne passe pas, bon, elle va passer. Ça ne doit pas être aujourd'hui ce que les femmes doivent gober au sein des partis politiques, mais là, elles acceptent. Je pense que Mariam l'a dit, hein, il l'a rappelé, il faudrait qu'elles s'investissent suffisamment. Il faut qu'elles s'investissent suffisamment. Vous avez vu les difficultés que vous avez eues le vendredi passé. Le 8 mars. Le 8 mars. On appelle, on a combien de femmes? Parce que quand on prend l'effectif des journalistes aujourd'hui en Guinée, quand on prend l'effectif des femmes, des journalistes... Il y en a eu sur ce plateau? Oui. Combien? Hein? Combien? Il y en avait 3. Il y en a qui sont passés à autre chose. Mais qui étaient occupés. Il y en a qui sont passés à autre chose, Madame, qui sont dans d'autres fonctions. Oui, justement, il y en a qui pouvaient venir mais qui étaient occupés. Il y a Diara Girassi, tu as Arissa Tousso, tu as d'autres femmes. Il y a Diana Diallo qui est tous les dimanches avec moi, Et je vous dis, quand on prend occupés. Vous avez Massouma, par exemple, de Massouma de Dioma, vous avez Massouma également. Quand on prend l'effectif des femmes, ça il faut le dire, on prend l'effectif des journalistes aujourd'hui, les femmes sont au-dessus des hommes. Elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses dans le journalisme que les hommes. Oui. Mais je vois que les hommes les considèrent comme des éléments qu'il faut mettre au second plan. Elles aussi. Mais tu le sais que c'est pas chez nous ici. Oui. Nous, dans notre rédaction, tu sais et je sais. Non, ça je sais. Je sais. Voilà. Mais quand il on a des dames ici. Hein? On a des dames bien battantes. On a des dames bien battantes. Même en état de famille, quand il s'agit d'être au devant de la scène, c'est elles-mêmes qui disent, est-ce que je peux? Elles reculent. Pas les nôtres. Moi, j'en ai proposé à certaines ici de venir dans les grandes gueules. Elles ont décliné. Elles ont décliné. Voilà. Mais elles peuvent bien le faire. Sané est là. Elle est juste derrière. Elle est juste derrière moi là. Pas raviver ma colère. Laisse Sané. Donc moi j'ai dit, pour terminer rapidement, j'ai dit que aussi dans les partis politiques, il faut que les femmes refusent d'être reléguées au second plan, d'être considérées comme celles qui viennent mettre de l'ambiance, chanter et faire danser des militants qui viennent. Il faut qu'elles soient à la loge officielle, qu'elles tiennent des discours. On a vu des Aïssata Dafé quand même à l'UFR. On a vu Makale Kamara de FAN, Makale Traoré entre autres. On les a vus. Elles n'ont pas... Aïssa Toubela Diallo. On les a pas laissées quémander. Elles ont arraché. Il faut aujourd'hui que les femmes acceptent d'arracher, parce que nous les hommes, on est très jaloux de notre autorité. Parfois vous êtes, je ne sais comment. Allez-y Jacques, pour clore. Oui, je voudrais 3 choses. La première, c'est par rapport à la sortie de Bahouri. Je ne crois pas qu'il ait fondamentalement menti. Mais c'est très c'est très difficile de porter la parole du chef de l'État. Surtout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Il a dit 30%. Je vais vous dire. Il y a déjà... On a eu 21%. Non, je vais vous dire, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé, mais le fait de le dire que le président a promis, peut-être qu'il n'a pas fondamentalement menti, que le président avait promis, mais c'est très difficile de porter la parole de quelqu'un d'autre. Surtout qu'il c'est un militaire, il peut te dire le matin A et puis les choses changent à midi, il dit maintenant c'est B. Rappelons-nous, Béabogui, l'ancien premier ministre, qui va prendre un engagement devant la CEDEAO, il dit d'ici la fin de ce mois on aura le CNT. Après, c'est devenu une patate chaude. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a été obligé de rétorquer, donc de corriger ces discours-là. Peut-être qu'il avait entendu ça du chef de l'État. Il a dit, et puis derrière, il a été démenti. Le ministre Gawal a dit ici que le colonel, devenu général, n'allait pas passer 1 heure de plus sur les 24 mois. Aujourd'hui, il ne répète plus ça, parce qu'il sait que ce n'est plus ça. Donc, Bahouri est le 3e qui a été démenti de cette façon. Et il doit donc se dire que, fondamentalement... Est-ce qu'on peut parler de manipulation? Je ne sais pas. Non, je crois que comme les autres l'ont dit, on veut... On l'a rassuré? Non, on veut le montrer qu'en réalité...
Il n'a pas le lead. Il est au service du CNRD. C'est non le contraire. Ça. Il n'est pas venu pour se mettre au même niveau que les militaires, où il peut dire des choses pour que les choses là s'appliquent. Non. Ça, il doit intégrer ça. Et désormais, en parlant, il doit pouvoir faire très attention, parce que tu vas dire, derrière, ça ne va pas se respecter. Et puisque les militaires, ils n'ont pas parlé, c'est toi qui as parlé, c'est toi qu'on va prendre pour un menteur. Et le connaissant, je sais qu'il est très prudent pour ne pas dire des contre-vérités. Je crois que prochainement, il parlera au conditionnel. Oui, il parlera au conditionnel. Et je crois que sur beaucoup de... Mais il est chef de gouvernement. Il ne peut pas continuer à parler au conditionnel. Et il va continuer à faire... S'il parle au conditionnel comme les journalistes, c'est comme si... il ne contrôle rien. Non seulement, ce n'est même pas contrôlé. C'est comme s'il n'est au courant de rien. Il est là-bas, on lui dit, bon, chaque matin, va présider le conseil interministériel. Il va y s'asseoir. Reçoit telle personne. Il reçoit. Une marionnette. Voilà, et ça, je crois que ce n'est pas bon pour un chef. Il va falloir qu'il se donne... qu'il s'affirme. Qu'il s'affirme, qu'il se donne beaucoup de place. Bien. J'ai quand même des choses à dire sur les femmes, peut-être après. On reviendra à Jacques Lewaleno aussi. Après, bien évidemment, notre deuxième écran publicitaire. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV. Et sur Espace TV, merci de nous rejoindre dans la troisième et dernière partie de cette émission. On parlait du pourcentage des femmes qui baisse donc à 20%. Première contre... je laisse tomber cette dernière phrase parce que... Voilà, allez-y Jacques. Moi-même, je me censure, je fais de Bon, de toute façon, on en a déjà parlé. Moi, je pense que le Premier ministre, il va se rattraper. Et il était entre le marteau et l'enclume, peut-être. Voilà, il fallait... Je sais pas trop. Bon. Il fallait peut-être... on lui donne une chance. On lui donne une chance. Peut-être qu'il peut se rattraper dans les cabinets. Dans les cabinets ministériels pour donner beaucoup plus de place aux femmes à ces niveaux. Il y a quand même deux choses à comprendre. Au-delà des analyses que faites déjà par mes collègues, on doit juste se poser la question, comment on devient en Guinée? La question est importante. Parce que la question est fondamentale. Pour pouvoir comment les femmes peuvent avoir les mêmes chances que les hommes, il faut d'abord maîtriser comment on devient ministre. Je crois que, sans savoir dans les détails, il y a trois manières. Soit celui qui nomme, il vous a découvert, il a découvert vos talents, il en a besoin, il vous fait appel et puis il vous fait la proposition, vous acceptez et puis vous devenez ministre. Ou alors quelqu'un qui est à côté de lui, il vous parraine, il vous recommande. Après, on étudie votre dossier, on vous fait la proposition ou après vous devenez ministre. Et puis troisièmement, vous démarchez. Vous-même, vous vous levez, vous allez voir des gens qui peuvent parler au président et puis vous leur dites que vous pouvez faire des choses dans certains domaines et puis en fonction de ça, on vous choisit. Alors, sur ces trois options-là, le président, il peut vous découvrir s'il a travaillé avec vous. Mais s'il n'a pas travaillé avec vous, pour qu'il vous découvre, c'est lorsqu'il découvre vos actions. Soit à travers les médias ou à travers... En tout cas, les médias vendent beaucoup. Et il y a des activités impactantes que le président ou ses proches peuvent voir pour dire, bon, je crois que pour relever le défi dans le domaine de l'agriculture, si on fait appel à cette dame ou à cet homme-là, ça peut nous aider. Maintenant, pour le lobby, est-ce que non, les démarches personnelles, est-ce que les femmes ont la même détermination que les hommes à courir les... Est-ce qu'elles savent à quelle porte frapper? Est-ce qu'elles savent à quelle porte frapper? Est-ce qu'elles sont endurantes? Parce que parfois vous pouvez venir, on va vous jouer beaucoup de tours. Il y a parfois certains comportements aussi de la part de ceux qui aident à accéder à ces postes de responsabilité-là. Mais Jacques, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais c'est le contexte guinéen. Et dans l'analyse, il faut prendre ce contexte-là en compte. Il faut prendre la réalité guinéenne en compte. Donc, je me dis que ces trois facteurs-là peuvent expliquer, au-delà des pesanteurs, au-delà des pesanteurs culturels, on peut prendre cela en compte. Je parlais avec une femme politique malienne qui me disait, parce que c'est les mêmes problèmes partout en Afrique, qui me disait souvent, nos maris par exemple, quand on se déplace, on va voir quelqu'un, c'est pas sûr. Ils ne sont pas convaincus qu'on est venu seulement parler de boulot ou de profession. Alors que eux, ils peuvent partir, voir une dame qui est haut placée. Nous, on ne se doute de rien, on pense que c'est le boulot. Donc, il y a encore ça dans les mentalités de certaines personnes. Et ça fait que certaines femmes, bien entendu, ne peuvent pas prendre le risque,
de démarcher au même titre que les hommes pour accéder à ces postes de responsabilité. Je pense donc que pour accéder à ces 30% ou alors aller à la parité, il faut que les hommes l'acceptent. Et il faut que les femmes, bien entendu, continuent à se battre. Même le combat, parce que même si les femmes se battent, si les hommes ne l'acceptent pas, il va y avoir toujours ce blocage-là. Voyez-vous, au-delà de ce que je viens de dire là, il y a quand même dans nos habitudes, dans nos traditions, que c'est les hommes qui sortent pour chercher. Et la femme reste à la maison pour s'occuper de la famille. Même quand elle devient intellectuelle, la femme reste toujours d'accepter de rester à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle quelquefois la violence économique. Il y a plein d'hommes, je veux dire, dans leur tête. Pour eux, la femme, elle n'a pas besoin de travailler. Elle peut rester à la maison, ils peuvent rapporter ce qu'il faut, mais elle reste à la maison. Ça, c'est un élément... Et ça, il faut que... C'est un élément à intégrer dans... Il faut qu'on dépasse ce cap-là. Dans le combat à venir. C'est-à-dire, il ne faut pas dire les femmes elles-mêmes seulement doivent se battre pour la parité ou les 30%. Il faut que les hommes accompagnent ce combat. Je crois que si les hommes accompagnent ce combat, oui, c'est vrai que... De la masculinité positive. Ce n'est même pas à leur détriment. Non, ce n'est pas à leur détriment. On est jaloux de notre autorité, c'est ça. Mais il faut que les hommes réalisent que ce n'est pas à leur détriment. Non, moi je suis bien féministe, madame. Non, mais tu dis on est jaloux de notre autorité. Non, je suis bien féministe. J'aime bien mon bracelet, mais je préfère mon bras. Voilà. On ne va pas te le couper, ton bras. Non. Mais attention. On ne va pas te le couper ou te l'enlever. Il faut accepter de partager la place. Ce n'est même pas une question d'être féministe. Et la parité ou bien les 30%, il faut que les hommes réalisent que ce n'est pas en leur défaveur. Chacun de nous a des sœurs, chacun de nous a des filles. Et chacun de nous veut avoir sa sœur à un certain niveau, sa fille à un certain niveau de responsabilité dans un pays. Et donc il faut dire que si on obtient ça dans la loi, chacun pourra en profiter. Les femmes vont profiter, mais les hommes aussi en profitent derrière. Je trouve que c'est du retard que de parler. Dans les pays qui ont vraiment atteint un certain niveau, on ne parle plus de ça. On ne parle plus de parité. C'est les pays où on vit le mieux, où on suppose qu'on a atteint un certain niveau de développement, on ne parle plus de ça. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment de sérieux problèmes. Il y a un problème. On est encore bloqué. Et maintenant, je souscris à ceux qui ont dit que les femmes doivent quand même se battre au niveau des formations politiques. Parce que si elles peuvent obtenir la parité dans les formations politiques, on n'aura même pas de difficultés à en parler au sein du gouvernement. Parce qu'on est forte. Comme les femmes sont fortes, au même niveau que les hommes au niveau des formations politiques. Elles sont maires, elles sont députées, elles sont, je ne sais pas moi, directeurs nationales à beaucoup de services. Je crois que le lobby devient plus facile. Et plus fort. Pour obtenir de la parité. Bien, alors, pour changer de registre, Mohamed Ali, on va parler des changements attendus. Il y a quand même il y a du nouveau, par exemple, à la tête de plusieurs départements. On a parlé de 14 départs, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les changements qu'on peut attendre quels changements doivent-ils s'opérer à la tête de ces différents départements? À la tête des nouveaux départements. Je fonde l'espoir, commençant par le département qui me tient à cœur, je fonde l'espoir que celui qui est venu à la tête du ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, fera radicalement... C'est un homme du Sérail, Jean-Paul Sédou. C'est un homme de Sérail, il connaît bien ce département. Il a été un responsable, peut-être pas le département, mais il connaît bien le système. Il connaît bien le système, Jean-Paul Sédou. Au ministère, mais il était dans le système. Il a été responsable d'école à Sainte-Marie, c'est lui qui était responsable de l'école Laurent Pré, qui est à Lambagny. Il est connu pour sa rigueur, tous ceux qui ont travaillé avec lui savent qu'il est très très rigoureux et surtout il n'aime pas les comment je vais dire ça, bon, peut-être il n'aime pas ceux qui font semblant de connaître. Il n'aime pas l'à peu près. Il n'aime pas l'à peu près. Il n'aime pas l'à peu près. Il est très rigoureux et je compte sur ça pour refaire un certain nombre de choses, pour revenir sur certaines décisions et certaines initiatives qui ont été prises par fantaisie ou simplement abus mercantiliste, même pas politique, pour de l'argent tout simplement. Il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées. La base, on n'en a trouvé nulle part. Donc je fonde l'espoir que ce monsieur
j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un qui ait déjà connu le département, puisse continuer, puisqu'on a peu de temps d'ici, effectivement, la fin de l'année. Guillaume a quand même pu poser quelques actes positifs, ou bien vous n'en connaissez pas? Vous en connaissez? Bah ici, c'est moi qui te pose la question. Je peux vous poser aussi la question. Non, si vous ou bien tu viens par là, moi je vais aller on ne peut pas changer les rôles. On ne change pas les rôles. Mon rôle est de modérer et de te poser des questions. On est tous analystes, non, madame, dans ce studio. Là, je vous donnez la parole. Si vous me demandez si Guillaume a posé des questions, je vous demande si vous en savez. Peut-être vous en avez entendu, vous en avez entendu parler. Tu peux pas tout peindre en noir quand même. Non, je ne peins pas en noir. Honnêtement. Guillaume, à un moment donné... On a quand même eu des caméras, mon frère. Oui, des caméras, effectivement, lors des examens. Jacques, tu n'es pas gentil. Voilà. Donc, je ne dis pas que des actes n'ont pas été posés. Mais les bons actes n'ont pas été posés au bon endroit. Et les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Certaines décisions, on les a prises simplement par fantaisie. D'autres pour qu'on retienne le bac tel, bac en tel, ou pour dire que tel ministre a fait ceci. Tout ce qui a été annoncé, ça n'a pas donné. Il n'y a rien. Comparativement aux deux autres départements, je vous le disais, l'épine, c'était le ministère de l'enseignement préuniversitaire, parce qu'à l'enseignement supérieur, il y avait des vraies réformes qu'on pouvait constater à ce niveau et on voyait que ça avançait. Tout le monde pouvait le constater. Vous demandez, même à un élève, c'est qui Diaka, peut-être l'élève même croit que c'est Diaka qui est son ministre, tellement que ces réformes de ce côté-là, c'était visible. Si vous prenez au ministère de l'enseignement technique avec Alpha Bakar, vous remarquerez effectivement que là aussi, aujourd'hui, ça donne envie, même aux bacheliers, d'aller au niveau de l'enseignement technique, ce qui n'était pas le cas avant. Mais l'enseignement préuniversitaire aujourd'hui, on a fait échouer 81% des candidats pour tout simplement dire qu'on engage des réformes. Après, derrière, il n'y a pas eu de réformes auxquelles on pouvait s'attendre. Aujourd'hui, ce sont les mêmes situations. Il n'y a pas de salle de classe. Pourquoi les réformes engagées par Bano n'ont pas pu continuer? En fait, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, avant que le ministre Guillaume n'arrive à la tête du département, il critiquait Bano. Donc, quand il est venu, il s'est mis dans une logique, je ne peux pas le critiquer et continuer ses œuvres. Donc, par endroit, il a pris ses propres initiatives sur la base de l'initiative de Bano, mais dévoyée. Pour qu'on dise que c'est lui et qu'on ne colle pas Bano à ses prises de décision, malheureusement. Et ça a donné ce que ça a donné. Sinon, la digitalisation, c'était la digitalisation des élèves et des écoles. D'ailleurs, la cartographie des écoles, tout avait été préparé en amont. Les écoles hangars avaient été identifiées. Il suffisait de trouver des financements pour construire des écoles, etc. etc. Donc, du coup, je pense que, comme je l'ai dit, les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment et ça n'a pas été appliqué au bon endroit. L'autre département dont je déplore aussi le fait que, pas que quelqu'un soit venu à la tête, mais que ça se passe dans ces conditions-là, je trouve que c'est très malheureux. C'est le département de la culture. En fait, la culture, à un moment donné, on s'est tous dit que c'était le département oublié du gouvernement. C'était toujours cité en dernier. Et pour cela, il fallait qu'un homme de culture arrive, un homme de milieu pour pouvoir refaire les choses. Sauf que celui qui était là, Bill Dessam, aujourd'hui, on estime qu'il n'a pas fait l'essentiel. C'est vrai qu'il y a eu des révisions de textes, mais quand vous écoutez les acteurs de la culture, beaucoup de textes, ils diraient que nous, on avait besoin d'un homme de terrain. Pas simplement des révisions de textes, mais il fallait aussi tenter d'appliquer. Bon, on lui reproche d'ailleurs de n'avoir toujours pas réussi à construire ce palais de la culture qui avait été annoncé. Ah oui, ben c'est pas sur un claquement de doigts, la construction d'un palais de la culture. C'est pas un claquement de doigts, c'est vrai, mais on aurait pu aller dans un sens à montrer qu'on a vraiment la volonté de pouvoir construire. Après, il n'y a rien eu. Même après la présentation des maquettes, il n'y a rien eu après. Je vais dire que dans ce milieu aussi, les gens sont tellement... S'il n'a pas obtenu de financement, c'est pas de sa faute. Bon, je pense que c'est de sa faute en fait. Il y a beaucoup de... il ne prendra pas l'argent de sa poche. Il ne prendra pas de sa poche. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas reçu de financement du gouvernement, mais qui ont réussi quand même à se débrouiller. Quand vous prenez Alpha Bakar, beaucoup de projets, il les a fait venir. Il y a des partenaires à tous les départements ne sont pas les mêmes. Les sources de revenus pour les départements ne sont pas forcément les mêmes. Vous pouvez être, quand un ministre du plan, par exemple, s'exprime, il y a quand même de la coopération, il y a quand même des financements qui peuvent venir de l'extérieur. Il va clôturer. Ce que je veux dire pour clôturer, c'est que chaque département ministériel a ses propres partenaires. Donc, le management du ministre doit pouvoir faire en sorte qu'on puisse trouver le minimum pour réaliser certains projets. Le budget national ne peut pas tout financer. Surtout prioritairement, la culture est toujours à la queue. Et donc, je déplore le fait que dans ce milieu-là, dans ce secteur-là, les acteurs de la culture soient tellement divisés parce que j'ai l'impression qu'il y a des clans formés et chaque chef de clan ne veut pas que ce soit l'autre. Les grandes gueules. Donc, ils s'entre-boycottent
jusqu'aujourd'hui, on ait pris quelqu'un qui n'est pas du milieu pour être le ministre de la Culture. Je parle de Moussa Moïse. Je n'ai rien contre Moussa Moïse. Mais je doute fort que Moussa Moïse, ne connaissant pas le contenu du département de la Culture... Il peut s'en approprier. Oui, mais sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Technicien. Je peux comprendre.